Bonjour à tous, mon nom est Marie Lamenne, je travaille à l'Institut montréalais d'études sur les génocides et les droits de la personne. Comme ça a peut-être l'air de rien à voir avec la cybersécurité, mais dans les conflits contemporains, finalement, on a remarqué que oui, il y a beaucoup de centres d'intérêt. Donc merci d'abord à Alexis et à la chaire Raoul Dandurand de m'avoir invité à animer ce panel. J'adore toujours collaborer avec vous. Je vais vous donner une courte présentation des trois intervenants et donc ça me fait vraiment plaisir d'animer ce panel sur la gouvernance des données. Donc, on va commencer par Stéphane, qui est agrégé et docteur en histoire, maître de conférences habilité en histoire et civilisation contemporaine des États-Unis à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, détaché à l'Académie militaire de Saint-Cyr, Quequidan, où il est directeur scientifique du master spécialisé cyberdéfense et champs et matériels. Je crois qu'après, on va aller à peut-être Célestine, qui est doctorante à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8 et au sein du Centre de recherche géopolitique de la datasphère. Et on finira enfin par Amael, qui nous rejoindra en ligne, c'est ça? Amael Katarouza est professeur des universités à l'Institut français de géopolitique et chercheur à l'IFG Lab. On va commencer par Stéphane, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai une présentation. Voilà, alors vous découvrez le titre qui n'était pas celui que vous aviez sur le programme. J'ai aussi surfé sur les séries comme Alexis. Voilà, le problème à trois corps. Alors je vais vous parler de la question des données à caractère personnel aux États-Unis. Ça fait partie d'une recherche que j'ai menée dans le cadre justement de mon habilitation. Et c'est une partie qui reprend, étend et approfondit notamment un chapitre d'un ouvrage qui paraîtra en septembre au PUF, qui s'appelle de la cybersécurité en Amérique, et dans lequel j'essaye d'aborder donc toute une série de questions, et notamment ici donc ce qu'on va voir ensemble à travers la question des données à caractère personnel, c'est deux choses. D'abord que c'est devenu un enjeu effectivement politique majeur aux États-Unis, et avec un déplacement, hein, parce qu'en effet, ça a été un enjeu depuis déjà plusieurs décennies, mais c'était plutôt les acteurs de la société civile qui souhaitaient en quelque sorte se mettre, on va dire, à l'abri des services de renseignement et du secteur de sécurité nationale. Et on voit qu'aujourd'hui, le déplacement se fait, c'est beaucoup plus consensuel. Il faut protéger les données à caractère personnel, notamment des citoyens américains, contre les adversaires technologiques, hein, prioritairement la Chine, mais aussi la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, etc. Donc c'est devenu un enjeu majeur et effectivement il va falloir peut-être l'expliquer, mais plus que de l'expliquer, je vais plutôt essayer ce sera mon deuxième point si vous voulez hein, de ce message, vous montrer qu'en fait la question de la régulation des données à caractère personnel, c'est une question qui s'inscrit en fait dans une interaction complexe, dans un système complexe entre trois ensembles, d'où problème à trois corps. Alors, cela étant, ce n'est pas uniquement pour faire, comment dire, du buzz autour de cette série, mais en réalité, c'est parce que effectivement, il se trouve que c'est comme ça que j'ai essayé de le modéliser. La question de ces données à caractère personnel, donc relève effectivement d'un ensemble systémique. Hein. Vous le voyez ici, il y a trois grands ensembles qui sont en interaction complexe et qui exercent chacun une force d'attraction différente, hein, puisque la question du problème à trois corps, c'est un problème relatif au mouvement des astres et qui cherche à déterminer les trajectoires d'un ensemble formé par effectivement n corps, ici 3, qui s'attirent mutuellement. Et donc ici, évidemment, il y a des puissances d'attraction différentes. Alors vous voyez ici les acteurs plutôt de la sécurité nationale, l'écosystème numérique et notamment toute cette couche d'acteurs qu'on appelle les data brokers, qui existaient avant le numérique mais qui aujourd'hui sont pléthores. Et puis enfin les adversaires, les compétiteurs des États-Unis. Et alors l'idée, c'est de montrer évidemment que parmi ces acteurs, la régulation va essayer de jouer sur les trois, c'est ce que je vais vous montrer, mais qu'en fait cette régulation échoue ou ne souhaite pas, c'est selon, mettre fin à la réalité qu'il y a un d'entre eux qui exerce un pouvoir d'attraction très très fort, c'est le secteur de sécurité nationale. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors,
Pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux notamment de Sébastien Yves Laurent dans son ouvrage sur l'État secret et l'État clandestin, pour montrer qu'en fait, d'une certaine manière, ce système en interaction entre tous ces ensembles-là, il relève de logiques qui sont finalement intermédiaires entre des logiques totalement légales et publiques, des logiques légales mais un petit peu opaques, dans le sens où elles nous sont difficilement accessibles ou visibles, et puis des logiques qui sont clandestines, c'est-à-dire ni légales ni illégales, mais qui sont une espèce de zone grise. Et vous voyez ici, j'ai tenté, et je pense que ce modèle, il peut être largement, bien sûr, amélioré et critiqué, hein, mais j'ai essayé de vous montrer trois choses. D'abord, vous voyez, la flèche rouge, c'est la captation des données par l'écosystème numérique, hein, ce système de data brokers, hein, donc ça fonctionne par un système d'enchères qui est tout à fait légal, mais qui est opaque à cause de l'organisation socio-technique finalement propre au monde numérique. Et du point de vue de l'utilisateur, finalement tout cela est pratiquement pas perceptible. Alors on n'a pas conscience que dès que on navigue ou qu'on ouvre une application, en fait, toute une série d'informations qui nous concernent, toute une série de données qui nous concernent sont mises aux enchères pour placer au départ des publicités. Mais le problème étant que ces données ne sont pas simplement accessibles à ceux qui ont remporté l'enchère, mais en fait à plein d'autres acteurs. Voilà. Autre chose, vous voyez qu'il y a aussi deux autres flèches un peu plus petites, espionnage et collecte. En fait, on est dans des systèmes qui sont plus ou moins légaux. L'espionnage par les adversaires et compétiteurs, c'est une pratique qui est très courante, effectivement, qui n'est pas explicitement prohibée dans le droit international en temps de paix. Et donc, effectivement, on voit bien que, en partie, les adversaires et les compétiteurs des États-Unis vont chercher à acquérir des données à caractère personnel des citoyens américains par ce moyen-là. La collecte par les acteurs de sécurité nationale, c'est un petit peu plus compliqué. Je la place quand même dans quelque chose de légal, mais on va dire entre guillemets par inadvertance. Give me a break, comme dirait Paul Lenz. C'est-à-dire que effectivement, tout cela est encadré par la section 702 du FISA, du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui normalement n'autorise évidemment pas la collecte de données qui concernent les citoyens américains, mais de fait, comme ce système d'interception électronique, il est basé sur des infrastructures qui sont aux États-Unis et qu'il est très difficile de tracer une ligne très stricte entre ce qui relève des données des cibles légitimes, c'est-à-dire des citoyens étrangers, et ce qui relève de ce qu'il ne faut pas toucher, c'est-à-dire les citoyens américains, de fait, il y a des données des citoyens américains qui sont aussi collectées. Voilà. Et puis, ça, c'est vraiment la partie, on va dire, où on reste dans le légal. Et puis, vous avez effectivement ce que j'ai mis, la flèche qui a grossi entre les deux slides, là, c'est l'aspect clandestin, c'est-à-dire cette relation entre, finalement, les data brokers et le système de sécurité nationale. Il est légal de vendre des données. Ces données sont accessibles, comment dire, dans le commerce. Voilà, il est légal. Mais la question, c'est est-ce que les services de renseignement américains, ils ont le droit de les acheter? En fait, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez, on est vraiment dans le clandestin, ni légal, ni illégal. Et ça fonctionne, en fait, avec des arrangements relativement opaques. Voilà, donc ça c'est pour poser un peu le système, vous voyez, des interactions, et puis je pense que c'est un truc qu'il faudra creuser, mais c'est intéressant de voir qu'il y en a un qui exerce finalement une attraction très très forte. Donc ça nous amène à la question de la régulation, ça va être ma deuxième partie, et je vais commencer d'abord pour essayer de présenter cette régulation, de voir alors non pas faire un inventaire, parce qu'on n'a pas le temps, mais de voir un petit peu quels sont les moyens qui existent, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la régulation concernant la protection des données à caractère personnel des citoyens américains aux États-Unis. Voilà. Alors, vous savez que la régulation aux États-Unis, elle repose sur plusieurs instruments. Vous avez la législation, évidemment, fédérale ou des États fédérés. Vous avez la régulation par l'intervention administrative, donc par exemple des organes de régulation. Et puis, vous avez éventuellement aussi la régulation par la juridiction, par les décisions de justice. Alors, le problème et ça c'est un lieu commun de le dire, mais le problème c'est qu'aux États-Unis, la législation reste fragmentée et lacunaire, mais ça progresse. Vous avez ici la dernière version donc du Privacy Legislation Tracker de l'Association internationale des professionnels de la privacy, qui montre que vous avez aujourd'hui 18 États américains, 19 bientôt, puisque le Vermont, il reste plus que la signature du gouverneur, qui ont adopté des lois qui protègent explicitement les données individuelles, privées des citoyens. Voilà. Mais
ce qu'on va voir, c'est mieux qu'effectivement il y a 10 ans, hein, et c'est un phénomène qui s'accélère, mais évidemment elle est fragmentée et lacunaire parce que au niveau fédéral, vous n'avez finalement pour l'instant rien. Alors il y a depuis le début du mois d'avril un projet de loi qui a été introduit de façon bipartisane, donc l'American Privacy Rights Act, qui d'ailleurs pose des problèmes puisqu'il est censé évidemment, j'allais dire, supplanter les législations des États fédérés, donc on sent d'emblée que ça va poser un problème le jour où ça va être adopté. Bon, vous avez d'autres choses qui existent, et puis par ailleurs, il y a des écarts très significatifs, entre les législations locales. J'aurais dû prévoir de le mettre plus haut du coup, mais en fait, il faut bien voir que certains des États ont adopté des législations qui ont des standards assez proches de ce qu'on connaît en Europe avec le Règlement général de la protection des données ou le Digital Services Act, mais ils sont très très peu, et d'autres, la majorité des États ont adopté des versions très light, inspirées très largement par le lobbying d'ailleurs des entreprises du numérique. Voilà. Donc il faut avoir en tête ici les choses. On a des États comme effectivement le Vermont et le Maryland qui ont parmi les législations les plus protectrices, qui autorisent même éventuellement les utilisateurs, les citoyens utilisateurs à tenter des actions en justice contre les fournisseurs de services. Et puis vous avez la Virginie où c'est Amazon qui a dicté le truc. Voilà. Amazon n'ayant pas réussi à faire passer son projet dans l'État de Washington, son État. Ils ont quand même fait du lobbying et ils ont réussi. En ce qui concerne la régulation, les organes administratifs, il y a toute une série de choses qui se développent. Et notamment, il y a un grand volontarisme de la part des différentes agences depuis déjà le début de la décennie 2020. En gros, en fait, plus précisément depuis que l'administration Biden est arrivée, il y a eu des changements. Donc la commission du commerce, la commission des télécommunications, la commission, gendarme de la bourse, la Security Exchange Commission, sont effectivement ont pris des mesures pour essayer de forcer ou en tout cas d'inciter fortement les opérateurs privés ou les entreprises qui vont avoir à disposition un certain nombre de données à adopter des pratiques pour la sécurisation de ces données, pour effectivement éventuellement la commercialisation de ces données. Évidemment, le problème, c'est que c'est des logiques tous azimuts, c'est-à-dire que pour certaines, ça va être une optique plutôt anti-monopolistique, pour d'autres, il s'agit de conserver la transparence du marché, pour d'autres, il faut protéger les consommateurs contre la fraude, ou il y a aussi la question de la protection des mineurs. Et donc, on voit des actions qui sont à tenter sous la forme, effectivement, de réglementation ou d'action en justice contre certains acteurs. Mais voilà, ça reste quand même aujourd'hui encore relativement éclaté. Et à cela, il faut ajouter que l'administration de sécurité nationale trouve des parades, s'adapte à cet impératif de transparence qu'on lui impose. Et je cite notamment pour votre information le fait que l'office, le bureau du renseignement national, l'ODNI, a rendu public un guide de bonnes pratiques, en gros expliquant aux agences de la communauté du renseignement comment gérer les données qui leur parviennent, et puis pour encadrer éventuellement aussi l'utilisation de données achetées dans le commerce. Et puis enfin il reste la question juridique, pour terminer sur cet aspect-là, qui est que il paraît permissif, plus ou moins, sans rentrer dans les détails parce que je ne suis pas juriste et encore moins constitutionnaliste américain, mais j'ai trouvé que c'était passionnant de se jeter dans toute cette histoire-là. On voit vraiment les choses. Vous avez d'abord, il faut le savoir, l'exclusion des données privées du 4e amendement depuis très longtemps, au titre du fait que, en réalité, les données qui sont confiées à un tiers ne sont plus considérées comme privées. Et donc, évidemment, cette législation qui date d'une époque où les données privées, c'était essentiellement de permettre qu'elles soient inscrites dans l'annuaire, je caricature, reste applicable à un moment où, en fait, l'utilisateur n'a pas toujours conscience qu'il est en train de distribuer des données, évidemment, à quelqu'un. Alors, il y a eu une petite nuance en 2018, dans un arrêt de la Cour suprême, Carpenter versus United States. Je rentre pas dans les détails, mais grosso modo, il s'agissait de dire que pour accéder à des données, les données privées, en tout cas à caractère personnel, relèvent de la perquisition, relèvent éventuellement de la surveillance en cas d'enquête. Donc, normalement, il faut une autorisation judiciaire, etc. Mais ça reste quand même extrêmement fragile.
Et puis, évidemment, on voit la difficulté de l'appareil juridique aux États-Unis, l'appareil judiciaire aux États-Unis, à lever ce voile de clandestinité, notamment concernant ces liens opaques entre le monde des data brokers et les services de renseignement, les agences de sécurité nationale. Voilà, et donc, dans ma troisième partie, je vais montrer que la régulation est contrastée aussi en fonction justement de ces trois acteurs. Le premier de ces acteurs, c'est le secteur de sécurité nationale. Il est l'objet, évidemment, plutôt d'une série de mesures qui tendent à légitimer les pratiques déjà en place. Non pas à les légaliser, voilà, la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act existe depuis 2008, mais évidemment, il y a eu renouvellement, extension, Clotilde le disait tout à l'heure, c'est que pour 2 ans, mais il y a des éléments qui ont été rajoutés, par exemple le fait d'inscrire les data centers dans les fournisseurs de communication électronique auxquels peuvent avoir accès donc la NSA par exemple ou le FBI. Il y a aussi quand même une forme de pression qui monte sur les données commercialisées, mais pas de la part de l'administration. On voit que l'administration est plus prête à expliquer que les agences n'ont pas le droit d'utiliser des spywares, des logiciels espions. Par contre, sur la question de l'achat des données qui existent dans le commerce, c'est beaucoup plus flou. Et puis, enfin, et surtout, c'est quelque chose, on voit qu'il y a des volontés, mais ça s'arrête. Et en fait, mon idée, c'est qu'en réalité, ça renforce les pratiques de ce système de sécurité nationale. C'est des choses dont on a eu l'occasion de discuter avec Jonathan. On voit bien que voilà, l'amorce de régulation de la part de l'administration reste assez peu efficace concernant cette partie-là. Concernant le secteur privé de marchandisation des données, il y a beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de volontarisme, beaucoup plus d'effets. Il s'agit prioritairement, c'est le rôle notamment de la Commission fédérale du commerce et puis de la CISA, de l'agence sur la cybersécurité du DHS, d'instaurer des principes, de faire en sorte que les fournisseurs de services qui acquièrent des données à caractère privé mettent en œuvre, par exemple, l'idée qu'il ne faut conserver les données qui sont pertinentes dans la relation avec le client, ou que bien sûr il faut garantir, comme l'expliquait Clotilde tout à l'heure, la sécurité de ces données. Il s'agit également, il y a quelques amorces un peu timides, d'essayer de couper les têtes qui dépassent dans les data brokers, c'est-à-dire ceux qui ont imprudemment se sont fait révéler soit par des enquêtes journalistiques, soit parfois qu'on levait le doigt un peu trop fort sur nous sommes des data brokers, mais très clairement, soyons clairs, ces excès, il y a des exemples que je ne vais pas citer ici, mais ces excès sont effectivement tout de suite, punis par notamment la Commission fédérale du commerce, mais globalement, le reste est protégé, ne serait-ce que pas parce que ça bénéficie au secteur de sécurité nationale. Et puis, le secteur privé lui-même cherche à agir pour des raisons d'interopérabilité sur toute la régulation fédérale ou fédérée qui concerne donc la protection des données à caractère personnel que j'évoquais tout à l'heure. En ce qui concerne, évidemment, les adversaires et compétiteurs, c'est là où la régulation est, en tout cas politiquement et publiquement, la plus visible. Grosso modo, il s'agit pour l'administration et le Congrès de ressortir les outils de la guerre froide, notamment les pouvoirs économiques d'urgence, dans une logique qu'on pourrait baptiser de mercantiliste, en essayant par exemple d'empêcher l'exportation des données vers des clients situés en Chine, etc., etc. Là non plus, je ne rentre pas dans le détail. Vous avez un cas qui est évidemment emblématique, qui est celui de TikTok. Je note que la proposition qui avait été faite de créer, qui existe d'ailleurs, une entité spécifique pour gérer les activités américaines et les données des utilisateurs américains, est balayée d'un revers de main. Alors que, bon, certes, il y avait encore des questions qui demeurent, mais globalement, politiquement, ça tenait la route. Donc ça pose vraiment la question effectivement, de l'idée qu'on a une cible. Et là, on va réguler parce que, effectivement, c'est l'adversaire géopolitique. Voilà, donc je vais conclure, et je pense que j'aurais dépassé un tout petit peu, mais et du coup, je vais quand même bien insister sur un certain nombre de choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que toute cette régulation, vous voyez qu'elle est contrastée selon les trois acteurs. On voit que ça, finalement, ça reste timide dans certains points, et puis ça va beaucoup plus loin en profondeur dans d'autres, mais il y a des points complètement aveugles. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'aujourd'hui, la question des données à caractère personnel, c'est vraiment des questions de sécurité nationale. C'est la peur que les Chinois, ils exploitent
je sais pas, les données de géolocalisation des Américains pour, on ne sait pas trop quoi faire, mais bon, il pourra en faire quelque chose éventuellement, bien sûr. Hein. Mais vous voyez que bon, cette peur-là, je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime, mais on sent qu'elle rentre dans un contexte. Voilà, sans ce contexte, la question de la régulation des données est moins évidente. Mais du coup, ça crée des points aveugles, notamment un certain nombre de rapports récents qui montrent que la dorsale qui gère les communications de téléphonie mobile aux États-Unis est extrêmement vulnérable, là aussi, à l'interception d'un certain nombre de données, hein, le système ICS7, hein, effectivement. Donc ça, évidemment, il y a des points aveugles. Hein, on va regarder le fait qu'il y a des données personnelles qui sont vendues comme ça, mais pas le reste. D'autre part, on voit bien que le moteur, c'est les angoisses géopolitiques. Hein, je viens de l'aborder. Je ne crois pas être injuste envers nos amis et alliés états-uniens en disant que, grosso modo, ils sont aujourd'hui dans une période où, effectivement, on va dire la focalisation sur la Chine tend parfois à exagérer peut-être en partie effectivement un certain nombre de craintes, et en tout cas à guider les choix politiques, y compris en politique intérieure. Hein. Voilà, il faut surtout pas être celui qui sera le plus mou sur la Chine. Et tout ça est présenté, c'est quelque chose dont je parle un petit peu dans mon ouvrage, à travers cette idée qu'il s'agit de créer de la résilience. On va aussi refondre le contrat social et au fond réguler la manière dont les données à caractère personnel des citoyens américains sont collectées, sont vendues. Ça fait partie de ce paysage où l'objectif c'est aussi un peu de patcher, si je puis dire, hein, au sens de mettre une rustine sur les vulnérabilités structurelles hein, qui ont été identifiées dans ce système. Et pour autant, même s'il y a cet objectif, et ce sera mon dernier mot, mais vous l'avez compris, je pense, à travers tout ce que je dis, en fait, tout cela contribue à consolider le pouvoir d'attraction, puisqu'il s'agissait d'un problème à 3 corps, et je vous ai montré que dans ce problème à 3 corps, donc le pouvoir d'attraction qui est consolidé et qui devient de plus en plus fort, c'est celui des agences du secteur de sécurité nationale. Merci de votre attention. Merci. Super intéressant. J'ai mis 10 minutes ce matin sur Meta à comprendre comment je devais faire en sorte et quels documents signer pour faire en sorte que Meta prenne pas mes images pour entraîner leur intelligence artificielle. C'est tout en bas de la page. Il faut signer un document en expliquant pourquoi on veut pas que Meta le fasse. Ouais. Et à partir de fin juin, ils auront le droit de prendre vos photos et de les utiliser pour entraîner leur intelligence artificielle. Et si vous faites pas ça, ils les prendront. Ouais, Instagram et Facebook, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. À vous. Oui, donc moi, je travaille, mes recherches, elles se concentrent principalement sur l'évolution des logiques de dépendance technologique dans l'Arctique canadien, donc la dépendance aux satellites en tant que système de télécommunication et la dépendance des réseaux arctiques vis-à-vis des infrastructures et des acteurs situés aux États-Unis. Et pour cela, je m'appuie sur l'étude de cas du territoire du Nunavut, situé à l'est de l'Arctique canadien. Donc le Nunavut, c'est le plus jeune territoire canadien, mais aussi le seul à dépendre complètement des satellites pour ses communications, comme vous pouvez le voir sur cette carte. C'est aussi le seul qui n'est absolument pas relié au reste du Canada d'un point de vue des réseaux routiers. Voilà, donc ce territoire, il est officiellement créé en 1999 après environ une vingtaine d'années de négociations entre un groupe d'Inuits et le gouvernement fédéral, et qui aboutit à un référendum donc en 1982 qui va finalement soutenir la division des territoires du Nord-Ouest avec à l'est le Nunavut qui est composé donc majoritairement de populations inuites. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de dépendance technologique comme vous avez pu le comprendre, mais plus spécifiquement de la manière dont les organisations inuites elles se sont impliquées dans les questions de gouvernance des données, puisque c'est le sujet de cette conférence. Et donc c'est un sujet auquel j'ai dû moi m'intéresser dans le cadre de ma thèse, puisque j'ai effectué 2 terrains de recherche au Nunavut, à Iqaluit, la capitale du Nunavut, et que pour ces terrains de recherche, j'ai dû passer par un examen éthique de ma recherche effectué par le Nunavut Research Institute. C'est un organisme qui est en place depuis 1995 et qui encadre les activités de recherche au Nunavut. Donc c'est un organisme qui joue un rôle vraiment très important dans la gestion des données de recherche. En fait, le NRI, il va s'assurer que les données collectées, elles sont gérées de manière responsable et conformément aux protocoles éthiques et culturels qui ont été mis en place depuis 1995 par cet organisme. Donc il va valider ou non les projets de recherche en fonction de nombreux paramètres. Et en vérifiant surtout comment les données elles vont être collectées, surtout celles auprès des Inuits, et comment elles vont être stockées et redistribuées. Donc en fait, l'objectif du NRI, c'est surtout d'avoir un accord clair avec les chercheurs sur la manière dont les données elles sont collectées et utilisées.
Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer que ces organisations inuites, elles s'impliquent et elles tentent de s'impliquer de manière croissante dans les activités liées à la gouvernance des données, donc à la fois au niveau de la production de la donnée, de sa collecte et aussi de son traitement et de son stockage. Mais que parallèlement, elles se sont aussi heurtées à une lenteur bureaucratique à l'échelle au niveau territorial et aussi au niveau fédéral, et surtout à un manque de moyens financiers qui sont en fait accordés aux projets visant à ces objectifs. Donc je vais vous parler de deux types de données. D'abord, je vais vous parler des données qui concernent directement les populations inuites, et dans un deuxième temps, je vais vous parler des données environnementales sur l'Arctique, qui sont aussi parfois des données issues de la connaissance inuite, et donc des données sur lesquelles les organisations tentent d'accroître leur contrôle. Et donc ça, ce sera l'objet de la troisième partie de la présentation, dans laquelle j'essaierai de vous parler des principaux projets et des choses qui sont mises en place justement, qui vont dans ce sens d'une meilleure implication des organisations inuites. Donc, pour commencer, il faut souligner qu'on a un enjeu quand même de reconnaissance des erreurs passées qui est très important quand on parle de souveraineté autochtone au Canada sur les données des populations autochtones, donc qui concernent les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Et en fait, les premières réflexions qui encadrent la gouvernance des données inuites, elles répondent justement à cette volonté de ne plus reproduire les erreurs passées, par exemple au niveau de la recherche. Toutes les procédures éthiques qui ont été mises en place par le NRI, elles ont été mises en place précisément puisqu'en fait, pendant des années, il y a eu des chercheurs qui venaient faire de la recherche dans l'Arctique, dans les communautés inuites, qui parfois s'appropriaient des savoirs inuits, les déformaient ou reproduisaient une compréhension coloniale des populations et des territoires. Et donc une compréhension erronée finalement des enjeux qu'on avait dans ces régions-là. Les données inuites, donc elles incluent les données sur les communautés, donc les données sociales, démographiques, les informations sur la santé aussi, qui sont très importantes, les données sur l'emploi ou les statistiques sur l'éducation, et évidemment toutes les données qui sont liées aux connaissances ancestrales et aux pratiques culturelles. Donc pour l'instant, les organisations inuites, elles n'ont pas encore tranché clairement sur une stratégie qui est spécifique aux Inuits en matière de gouvernance des données de manière générale, contrairement par exemple aux Premières Nations, qui ont étiqueté des principes clairs en matière de gouvernance des données. Mais je voulais quand même rapidement vous présenter les principaux enjeux et principes de la souveraineté autochtone au Canada, et donc qui énoncent le droit des populations autochtones à contrôler les données qui sont tirées de leur collectivité et territoire, et celles à leur sujet, ainsi que les droits individuels et collectifs concernant l'accès aux données et la protection de la vie privée. Donc ces principes directeurs, ils reconnaissent aussi, il est important aussi de reconnaître l'histoire, les priorités et les intérêts distincts des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En fait, pour que les données elles soient pertinentes et aussi utiles pour les populations qui en sont propriétaires, la distinction elle doit être claire et elle doit être faite entre les données qui concernent les Premières Nations, les données qui concernent les Métis et les données qui concernent les Inuits, qui sont évidemment des groupes qui ont des problématiques différentes et qui vivent sur des territoires très différents aussi. Et un autre élément qui est très important, c'est que les partenariats avec les organisations autochtones, ils sont essentiels à l'utilisation appropriée des données, et ils exigent une participation et une collaboration entière à toutes les étapes de projets qui sont menés auprès de ces communautés. Donc, comme je vous le disais, il n'existe pas encore de cadre précis concernant la souveraineté sur les données inuites, mais l'ITK, donc qui est l'Inuit Tapirit Kanatami, qui représente les Inuits au Canada, en a quand même cependant posé les premières bases en 2018, en publiant la stratégie nationale inuite sur la recherche, qui vient définir plusieurs domaines et objectifs prioritaires pour faire progresser la gouvernance des données issues de la recherche dans les communautés inuites. Donc là, je vous ai mis un petit schéma avec toutes les priorités, mais je voulais surtout vous parler du troisième objectif qui est fixé par le NRI et qui vise à concentrer les financements sur les priorités de recherche des Inuits et surtout à promouvoir l'autodétermination des Inuits dans la collecte des données, l'investissement dans les technologies de données et d'information dirigées par les Inuits et surtout la garantie de la propriété de ces données par les Inuits. Et également, le quatrième objectif, il souligne aussi la nécessité de garantir, encore une fois, l'accès, la propriété et le contrôle des Inuits sur les données et l'information, en renforçant, par exemple, les capacités de ressources humaines dans les régions inuites.
Donc l'édiction de ces principes et de ces politiques, de ces protocoles de recherche pour la collecte et l'utilisation de données au Nunavut, elle est ainsi utilisée par les organisations comme le NRI et l'ITK comme finalement des outils politiques pour faire avancer et progresser la compréhension des besoins et des intérêts des Inuits au Canada. Donc l'ITK, c'est l'organisation nationale qui représente, protège et tente de faire progresser les droits et les intérêts des Inuits au Canada. Et cette organisation, elle plaide depuis de nombreuses années pour une meilleure collecte et distribution des données sur les Inuits, en expliquant notamment que la coopération avec les organisations inuites et donc l'interprétation des données par les personnes directement concernées permettra aussi une prise de décision plus claire et plus éclairée dans toutes les juridictions les concernant. Donc, évidemment, le gouvernement fédéral, il soutient tous ces efforts, mais ces efforts, ils restent quand même largement insuffisants pour les organisations qui peinent à obtenir les soutiens financiers du fédéral sur les projets qui visent justement à répondre aux attentes en matière de souveraineté et de gouvernance des données. Donc maintenant, je vais vous parler des données environnementales sur l'Arctique. Donc, comme vous le savez déjà, probablement, le Canada, c'est un territoire arctique, un État arctique très important, avec 40% de son territoire national dans l'Arctique. Et le gouvernement fédéral, il reconnaît donc pleinement l'importance de collecter des données environnementales sur l'Arctique, où vivent justement une grande partie des Inuits au Canada. À l'échelle nationale, on a de nombreuses administrations qui reposent sur la collecte et l'analyse de ces données pour fonctionner. Par exemple, la garde côtière, le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, ou encore le Service canadien des glaces. Et donc ces données, elles sont évidemment stratégiques pour le Canada, pour assurer la sécurité et la gouvernance des activités dans l'Arctique, donc très important à l'échelle nationale, mais c'est aussi donc, la collecte et le partage de ces données, c'est aussi un outil important en matière de gouvernance régionale de l'Arctique, à travers le Conseil de l'Arctique et les différents groupes de travail. Et en fait, c'est Camille Escudé-Joffre, justement, qui soulignait dans sa thèse qu'on avait une implication croissante, une volonté croissante des États arctiques comme le Canada de s'impliquer dans la gouvernance régionale de la zone, justement en réponse à une implication aussi croissante d'acteurs extérieurs dans la gouvernance de la zone. Par exemple, les États proches de l'Arctique, les États observateurs, les États proches de l'Arctique comme la Chine, par exemple, qui tentent de faire avancer ses intérêts au niveau du Conseil de l'Arctique et au niveau notamment du partage de données environnementales sur l'Arctique dans les différents groupes de travail. Donc forcément, ces données, elles sont stratégiques pour le Canada, et ces données, parfois, elles sont issues, donc elles sont généralement soit issues des programmes satellitaires d'observation, ou alors de recherches qui sont menées, donc de recherches dans de nombreuses disciplines qui sont menées parfois dans les communautés inuites et donc qui peuvent aussi avoir un intérêt pour les organisations inuites en termes de gouvernance des données. Voilà, et c'est notamment pour cette raison que plusieurs organisations inuites cherchent en fait depuis plusieurs années à aussi s'impliquer de manière croissante dans ces activités de collecte des données environnementales sur l'Arctique. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des projets qui sont vraiment déployés par les organisations pour mener à bien leurs objectifs. Donc déjà, pour revenir rapidement sur la stratégie la stratégie nationale inuite dans la recherche, elle souligne bien l'importance d'investir dans des technologies et des infrastructures qui sont dirigées par les Inuits pour garantir la propriété des données inuites, mais surtout pour garantir une meilleure représentation de leurs besoins spécifiques, en fait. Parce qu'on ne peut pas forcément calquer les besoins du Sud aux communautés du Nord. Et les organisations inuites, donc publiques et privées, elles se sont justement largement mobilisées dans ce sens en développant des projets d'infrastructures technologiques détenus par les Inuits pour mieux représenter leurs besoins en matière de gouvernance des données. Donc par exemple, dès 2018, on a eu la création d'un comité national de gestion des données sur les Inuits au sein du conseil d'administration de l'ITK. Et aussi en matière de stockage des données, on a la branche télécom, donc Pan-Arctic Communication de la Qikiqtaaluk Corp, donc la branche privée de l'association inuite du Qikiqtani, qui a acheté une infrastructure et a mis en place son propre data center à Iqaluit en 2022 pour justement permettre aux organisations de stocker, si elles le souhaitaient, localement leurs données, donc pour éviter que ce soit renvoyé dans des gros data centers au sud, voire aux États-Unis, c'est rare quand même, les données restent stockées au Canada, surtout les données autochtones, mais en tout cas pour qu'elles soient stockées de manière plus locale.
Et on a également 2 entreprises privées qui sont détenues par des Inuits et qui sont soutenues par l'ITK et par les associations inuites régionales qui visent à développer depuis plusieurs années des projets de câbles à fibre optique qui ont pour objectif d'éliminer à la fois la dépendance aux satellites, parce que comme je vous l'ai dit, le Nunavut dépend complètement des satellites et c'est une situation qui est d'autant plus problématique qu'on n'a pas de communication routière, enfin de possibilité de communication directe entre les communautés. Donc les télécommunications sont vraiment des outils très importants. Donc éliminer cette dépendance aux satellites, c'est un vrai enjeu. Et aussi la dépendance au diesel, puisque le Nunavut est également un territoire qui est 100% dépendant de cette source d'énergie. Et donc on a notamment le projet Kivalliq Hydrofiber Link qui est développé depuis 2018 par l'association inuit du Kivalliq par l'intermédiaire d'une société inuite privée qui s'appelle Nukik. Et c'est un projet de liaison hydroélectrique couplé à un câble à fibre optique et qui connecterait 5 communautés au sud du Nunavut. Mais en fait, la recherche de financement, elle est particulièrement lente. Donc, comme je vous le disais, le projet a démarré en 2018 et ils ont seulement reçu 11,6 millions de dollars, ce qui n'atteint absolument pas les objectifs du projet, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, en mai dernier, le Premier ministre du Nunavut, justement, partageait sa frustration de ne pas avoir vu les investissements demandés pour ce projet fondamental et capital pour les communautés dans le budget fédéral. Le second projet dont je voulais vous parler, qui à mon sens est particulièrement intéressant, c'est le projet de Kanartik Inuit Network, donc qui est développé par l'ancienne mairesse inuit d'Iqaluit, Madeleine Redfern, qui est très impliquée dans les questions de gouvernance des données et aussi de développement d'infrastructures de télécommunications au Nunavut. Et donc ce projet, il est particulièrement intéressant puisqu'il permettra à l'entreprise de détenir une infrastructure de télécommunications et donc d'orienter aussi les bénéfices sur le territoire, mais aussi de récolter des données environnementales sur les fonds marins. En fait, le câble sous-marin Sedna Link, donc Sedna Link en référence à Sedna, la déesse de la mer et des animaux marins dans la mythologie inuite, c'est un câble à fibre optique sous-marin de 4500 km qui relierait Iqaluit, donc la capitale du Nunavut, depuis Happy Valley Goose Bay au Labrador jusqu'à Inuvik dans les territoires du Nord-Ouest. Et en fait, c'est assez intéressant parce que le câble, il a pour volonté d'avoir une infrastructure polyvalente qui permettrait l'installation de capteurs et donc de câbles smart en fait sur certaines portions du câble et donc grâce à ces capteurs de surveiller l'environnement marin de l'Arctique et d'en cartographier les fonds et de récupérer tout un tas de données qui manquent cruellement parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de données qui sont issues des satellites mais les données sur les fonds marins c'est celles qui manquent le plus donc ils viennent vraiment répondre à une lacune assez importante en termes de données dont on a besoin pour la gouvernance de la zone. Et en plus de ça, toute la structure du projet, elle s'inscrit vraiment dans une volonté de renforcer la participation inuite à la récolte de données environnementales, déjà à l'échelle nationale au niveau du Canada, puisqu'en fait, à Inuvik se trouve la station de réception de données satellitaires, donc principalement des données en orbite polaire. Donc c'est une station de réception de données qui est très stratégique au niveau du Canada. Et on a également à Happy Valley Goose Bay le super cluster des technologies sous-marines au Canada. En tout cas, c'est un projet qui est développé au Labrador et donc de relier ces trois clusters, enfin ces trois endroits permettrait donc de contribuer activement à la récolte de données et donc d'impliquer plus activement aussi les populations, les organisations inuites dans ce processus. Et à l'échelle de la zone arctique, donc le câble, il passerait, comme vous pouvez le voir, dans le passage du Nord-Ouest, avec des branchements dans les communautés autochtones, les mines et éventuellement des installations de défense canadiennes et alliées, tout au long du parcours. Donc la récolte de données, elle sera utilisée pour la surveillance marine et la recherche environnementale et elles pourront, par exemple, être partagées dans les groupes de travail du Conseil de l'Arctique pour continuer à renforcer la présence des organisations inuites comme l'Inuit Circumpolar Council qui est un membre permanent du Conseil de l'Arctique. Mais avec son projet de câble, Kanartik, il vient aussi répondre à 2 lacunes importantes. D'une part, il permettrait de récolter, comme je vous le disais, des données de référence marine sur les températures, la salinité, les courants. Et d'autre part, les capteurs, ils pourraient jouer un rôle aussi de surveillance militaire dans les eaux arctiques et participer à la composante marine de la modernisation du NORAD, qui a été annoncée en juin 2022.
Donc la contribution du câble en matière de récolte de données environnementales, elle permettrait aussi aux Inuits d'être mieux représentés de manière générale dans toutes ces juridictions, mais aussi donc de contribuer plus activement aux opérations de sécurisation de la zone, donc, dont ils sont pleinement concernés puisque c'est eux qui habitent dans ces territoires. Donc finalement, les organisations inuites, elles se sont, comme vous avez pu le voir, concrètement saisies de cette question des données, et elles tentent justement d'encourager aussi tout cet écosystème, le développement de cet écosystème numérique contrôlé par les Inuits, pour aussi finalement percevoir les bénéfices de cette économie numérique et qu'elle soit profitable donc aux communautés inuites. Donc pour conclure, je voulais quand même terminer sur une petite note positive. C'est quand même la prise en compte des besoins spécifiques des Inuits en matière de gouvernance des données. Elle permet aux organisations publiques et privées de participer quand même plus activement aux discussions en matière de souveraineté numérique à l'échelle nationale. Par exemple, l'implication de Madeleine Redfern, donc l'ancienne mairesse d'Iqaluit, et PDG aussi de l'entreprise CanArctic Inuit Network, dans des discussions sur la résilience des infrastructures arctiques, par exemple auprès de la Chambre des communes ou du Comité permanent de la défense nationale. C'était cette dernière année, donc elle a participé à toutes ces discussions, et ça permet aussi, ça témoigne d'une représentation plus importante, en tout cas croissante, des besoins et des intérêts des Inuits, notamment en matière de gouvernance des données au niveau de ces institutions. Et finalement, bon, quand même, même s'il y a une meilleure représentation, on se heurte toujours à cette question du financement et de l'argent qui n'est toujours pas, en tout cas, distribué. En tout cas, les projets dont je viens de vous parler peinent. Et d'ailleurs, malgré l'intérêt très important de tous ces projets pour le territoire, n'ont pas encore réussi à avoir les financements pour mener à bien ces projets. Voilà. Et aussi... je pense qu'il y a aussi une question, bon, on pourra en rediscuter après, mais aussi une question de priorité de budget. Et là, plus les élections fédérales approchent, en tout cas, moi, c'est un peu les retours qu'on m'a dit. C'est aujourd'hui, bah voilà, pour l'instant, on peut plus être considéré comme une priorité puisqu'il y a les élections fédérales, et donc il y a tout un tas d'autres priorités qui font l'objet de financement avant les projets des populations inuites. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que je vais passer ma pause lunch à vous parler de ça. Surtout en termes de processus de réconciliation avec les peuples autochtones, c'est fascinant. Merci beaucoup. On va passer maintenant au dernier intervenant, Amael, je pense qu'il nous rejoint en ligne. Bonjour. Bien, merci à vous pour l'invitation et puis pour le fait de me permettre de parler en ligne. J'aurais vraiment beaucoup aimé être avec vous. Mais bon, en tout cas, je peux vous suivre en ligne parfaitement et techniquement, c'est très agréable de pouvoir participer à ces échanges très intéressants. J'en profite pour saluer évidemment tous les collègues que je connais. Et voilà. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui donc de données géographiques et souveraineté. Et donc, j'ai intitulé cette intervention aussi évaluer le caractère stratégique d'une donnée géolocalisée. De fait, je réagissais par rapport au fait que, et ça a été rappelé dans les journées sur la manière dont les données géolocalisées peuvent être utilisées dans les conflits récents. On en a entendu parler en Ukraine, on en a entendu parler à Gaza, évidemment. Et donc, il y a aujourd'hui une dimension totalement stratégique de ces données géolocalisées, quelles qu'elles soient, puisque, en fait, les acteurs sont capables de capter ces données pour les utiliser à des fins de ciblage ou dans les conflits. De fait, on a aussi une fonction historique de l'État de créer des données géographiques. En France, c'est l'Institut géographique national qui s'occupe de ça, avec une nécessité de fournir des données géographiques pour les populations, et avec aussi, avec les processus numériques, une multiplication aujourd'hui des acteurs qui produisent des données géographiques. Donc en fait, la question que je voulais poser ici, cette question de données géographiques et souveraineté, c'est tout simplement une question qui est en cours
de questionnement aujourd'hui au sein des institutions françaises, mais pas que. C'est d'abord finalement comment, dans un nouveau contexte de multiplicité des acteurs producteurs de données géographiques, qu'est-ce qu'on fait de l'IGN et comment on reconfigure le système d'acteurs locaux, mais aussi comment évaluer le caractère stratégique de ces données géographiques, qui sont à la fois des biens publics nécessaires aux citoyens et aux décideurs, mais qui peuvent aussi, dans ce nouveau contexte, devenir aussi des vulnérabilités stratégiques. Voilà, donc ça c'est un débat assez contemporain. Il se trouve que moi j'ai été invité il y a 2 jours à intervenir dans un colloque du CNIG, le Conseil national de l'information géographique, qui se posait exactement cette même question-là, et qui m'a demandé de réagir, de débattre avec l'ancienne députée Valéria Faure-Montian, qui avait été finalement l'autrice d'un rapport en 2018 intitulé « Les données géographiques souveraines ». Et c'est intéressant ce débat qu'on a eu, puisque ça a permis d'éclairer 2 choses. D'abord, ça a permis d'éclairer le décalage contextuel entre 2018, date du rapport, et 2024. Et la manière dont la pensée, et notamment la dimension stratégique, a évolué sur cette question des données numériques. Et puis, ça a permis aussi, en creux, de montrer comment différentes représentations techniques, différentes représentations, on pourrait dire socio-techniques, amènent à différentes définitions de la souveraineté. On va voir que, notamment, le choix qui a été fait, et je reviendrai là-dessus plus longuement, pour parler de souveraineté des données, c'était le choix de l'open data. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas le rapport prônait la notion d'open data pour les données géographiques. Voilà, donc les questions de fond qui vont émerger de ce débat, c'était finalement qu'est-ce qu'une donnée publique, la donnée publique, c'est celle qui va être accessible à tous, mais est-ce qu'il faut la protéger? Est-ce qu'il faut au contraire la rendre accessible? Qu'est-ce que c'est que des données stratégiques? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on doit on doit garder ce savoir pour certains acteurs ou au contraire le diffuser, et qui peut produire des données géographiques, à quelles données géographiques faire confiance. Voilà, donc là il y avait effectivement un certain nombre de débats. Une question que je rajouterai, même si elle sera finalement une question plus d'ouverture, c'est comment évaluer le caractère stratégique des données géographiques à l'heure de l'Anthropocène. On voit très bien qu'il y a des données géographiques aujourd'hui sur l'évolution du climat, sur le recul des glaciers, sur le recul du trait des côtes, qui sont d'une certaine manière des données stratégiques à plus ou moins long terme, parce que elles concernent finalement la sécurité de nos territoires, elles portent sur des enjeux globaux, et donc elles mériteraient aussi de porter ce caractère stratégique, en tout cas en termes de sécurité. Voilà, donc en fait, l'introduction était un peu longue, mais finalement, vous allez voir que la suite sera beaucoup plus rapide, et je vais parler en 4 temps. On va d'abord étudier comment le rapport évaluait ce que c'était qu'une donnée géographique. On verra comment, du coup, quelles étaient ses préconisations en termes de souveraineté pour les données géographiques, et on va essayer de les mettre en perspective du contexte stratégique actuel, pour voir finalement pourquoi ces questions posent aujourd'hui des questions de gouvernance. Alors, le rapport Faure-Montian de 2018 commençait donc, comme tout bon travail universitaire, on va dire, un rapport un petit peu structuré, par définir ce que c'était qu'une donnée géographique. Et la définition qui en est donnée est assez large, le dit lui-même, on peut le lire. La définition large de la donnée, donc elle prenait une définition large de la donnée géographique comme étant, je cite, d'une part, une donnée de description physique du territoire dans ses aspects naturels et artificiels, donc que ce soit des chaînes de montagnes ou des agglomérations, visibles, ça peut être des cours d'eau, ou invisibles, des réseaux enterrés. Et d'autre part, une donnée positionnée par rapport au territoire ou géolocalisée. Bon,
Jusque-là, pas de surprise, on est bien sur de l'information géographique telle qu'on peut l'imaginer pour l'IGN sur des cartes topographiques, par exemple. Voilà, on a des données. Alors, effectivement, là, je vous donne des illustrations de cartes, mais en réalité, il faut bien comprendre que l'IGN fournit aussi tout un jeu de bases de données numériques assez large, accessible et géolocalisé. Alors, il y avait deux distinctions supplémentaires qui étaient ajoutées dans le rapport, toujours pour définir la donnée. D'abord, la distinction de données socles et données métiers. Grosso modo, il s'agissait de définir, de distinguer les données socles, c'est-à-dire celles qui concernent finalement la description d'un territoire d'une manière générale, on va dire les données de fond de carte, par exemple. Puis la donnée métier, c'était celle qu'on va prendre pour des missions spécifiques. Bon. Et puis, il y avait cette notion de données statiques. Et, pardon, la slide a été faussée là, c'est données statiques et données dynamiques, c'est-à-dire comment on cartographie des stocks et comment on cartographie des flux. Donc là, on a deux types de données qui pouvaient être, de distinctions qui pouvaient être ajoutées. Alors c'est très étonnant parce que du coup, ce rapport ne prend pas du tout en compte la dimension numérique des données. Et du coup, effectivement, la définition qui est donnée de la donnée géographique fait comme si cette donnée n'était pas numérique, ce qui fait qu'on a des trous dans la définition, et il y a un certain nombre d'éléments sociotechniques qui ne sont pas du tout pris en compte par le rapport, et qui du coup vont avoir une influence, un impact sur la manière dont ils vont considérer la souveraineté. Notamment, une donnée numérique, on va parler de qualité de la donnée, résolution, granularité, de la variété du type de données, de la temporalité, on peut avoir des données en temps réel, de l'aspect relationnel des données, nos données vont pouvoir être connectées à plein d'autres, ou corrélées à plein d'autres données, l'interactivité, des gens vont pouvoir, comme sur Google Street Map par exemple, rajouter des informations. Donc là, il y a tout un tas de caractéristiques de la donnée qui sont passées sous silence dans cette définition. De la même manière, la définition qui était donnée dans le rapport en introduction de la donnée souveraine, qu'est-ce qu'une donnée souveraine? On a là une définition assez restrictive. En gros, deux arguments pour définir la notion de souveraineté sur la donnée ou de donnée souveraine. La souveraineté d'une donnée géographique se définit par rapport à sa destination, à son usage. En gros, c'est la donnée qui va être utilisée par la puissance publique pour prendre des décisions. Et puis, la donnée doit être... la souveraineté de la donnée se caractérise par l'indépendance, c'est-à-dire qu'il faut une instance publique qui va donner des données fiables et qui ne soit pas dépendante d'acteurs économiques, on pense à Google ou autre. Donc voilà, la définition ici de la souveraineté est assez basique, on va dire. Elle ne prend ni en compte la sécurisation des données, ni en compte finalement l'usage que pourraient faire de ces données des acteurs extérieurs. Et là, on pense évidemment au conflit contemporain. Alors, j'en viens justement aux préconisations du rapport. Je vais passer assez rapidement. Il y a deux préconisations majeures. Évidemment, le rapport est assez dense, donc je vais simplifier largement. La première préconisation, qui est assez intéressante, mais qui nous intéresse un peu moins ici, c'est le rôle de l'IGN. En gros, l'IGN n'est plus le seul producteur de données géographiques et donc vont être intégrés d'autres producteurs, d'autres institutions, d'autres instances, y compris d'ailleurs des acteurs privés. Et donc l'IGN se retrouve dans un rôle de chef d'orchestre, d'animateur, avec une fonction de standardisation et l'idée d'une géoplateforme nationale décentralisée qui va donner accès à des données. Bon, je passe là-dessus, c'est moins notre sujet. Le sujet qui m'intéresse ici, c'est surtout la deuxième préconisation majeure du rapport qui était de privilégier le modèle de l'open data pour des raisons dites politiques et économiques. Alors les raisons politiques, c'est que tous les citoyens devraient avoir accès aux données géographiques, ok. Et les raisons économiques, alors je vous ai cité le rapport parce qu'il est assez croustillant dans son analyse, c'est-à-dire que en fait, bon, ils expliquent finalement, je le cite, ce n'est pas la vente de données qui crée de la valeur, mais sa circulation. La mise à disposition gratuite de ces données créera beaucoup de valeur, permettant par exemple à de petites entreprises innovantes ou aux citoyens impliqués de participer au débat et de proposer des solutions qui ne pourraient être à l'initiative d'acteurs publics uniquement. Donc là, en fait, c'est l'idée que l'open data va permettre finalement à des jeunes acteurs d'émerger face aux acteurs privés comme les GAFAM. Donc on voit bien ici, et c'est très intéressant, comment la souveraineté était définie à travers cette idée de mise à disposition de données publiques
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souveraineté, c'est la mise à disposition de données publiques qui ne sont pas l'objet d'une privatisation, c'est pas les données de Google, et qui ne sont pas, et qui vont permettre à tous les acteurs, quelle que soit leur taille, de bénéficier des mêmes jeux de données fiables et transparentes. Voilà, on sait d'où elles viennent, on sait comment elles ont été produites. Bon. Et conséquence pour l'IGN, c'est celle de fournir des licences gratuites et ouvertes à tous, et puis d'être financé par des fonds publics, sinon il n'y a pas de données. Alors évidemment, on peut avoir maintenant une mise en perspective un peu stratégique de ce rapport qui a été produit en 2018 et qui est d'une certaine manière révélateur aussi de ce contexte, un peu avant les conflits qu'on a connus, et qui aujourd'hui semble quelquefois un petit peu obsolète sur un certain nombre de points. Alors déjà, sur la notion d'open data, là, il y a quand même une dimension assez idéologique du rapport. De fait, il passe complètement sous silence le fait que d'abord, les données, c'est des données relationnelles. C'est-à-dire que la valeur des données, elle est générée aussi par la capacité qu'ont les acteurs de les corréler à d'autres types de données. Et de fait, la mise à disposition de données, elle va pas gommer les inégalités, mais elle va les accentuer, puisque les gros acteurs type Google vont pouvoir générer beaucoup plus, normalement, de valeur que les petits acteurs locaux. Donc là, on a quand même quelque chose qui est passé sous silence, de la même manière que sur un certain nombre de données, il y a aussi des compétences qui rentrent en jeu et tous les citoyens ne sont pas capables d'utiliser des données géolocalisées pour en tirer une valeur quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est finalement comment évaluer ce choix de l'open data dans le contexte stratégique actuel. Sachant que des données ont pu être utilisées en Ukraine comme à Gaza dans des cadres de conflits contemporains et être utilisées à des fins complètement différentes des fins pour lesquelles elles avaient été générées. Et on voit bien ici que la donnée géographique est une donnée par définition stratégique. Bon, c'est pas pour citer Yves Lacoste qui, dans son ouvrage phare sur la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, disait justement le savoir géographique, c'est un savoir stratégique, mais là, pour le coup, on est quand même sur un savoir qui va permettre de générer, d'autant plus aujourd'hui via l'intelligence artificielle, des informations, des informations stratégiques. Donc voilà. Donc là, on a un choix, l'open data, qui a été beaucoup débattu. Il y a 2 jours, et donc on voit effectivement comment, en quelques années, le débat semble évoluer, avec finalement, et ce sera un peu ma conclusion, l'idée qu'on est sur un temps de la gouvernance et des choix politiques par rapport à ces données d'information géographique, avec 2 niveaux de gouvernance au moins. Le premier, c'est un niveau d'accès, au niveau de l'accès aux données, c'est-à-dire quelles sont les données qui sont à considérer comme stratégiques. Là, je crois qu'il y a une frontière qui aujourd'hui a évolué en quelques années. Des données qui semblaient non stratégiques deviennent aujourd'hui des données qu'on considère tous comme stratégiques. Et puis la manière dont on va sélectionner les utilisateurs. Alors ça, effectivement, ça pose aussi des critères de discrimination. Quels sont les critères qui peuvent être utilisés, politiques, économiques. Voilà. Bon, là, il y a tout un tas de critères, mais effectivement, ça pose une idée de gouvernance et peut-être aussi, et ce sera mon point d'ouverture, l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est la question des communs numériques, data commons, c'est-à-dire effectivement ces données, là aussi je vous le disais en introduction, à l'heure de l'Anthropocène, où vous avez besoin de données géographiques pour comprendre les enjeux de sécurité environnementale, se pose la question de savoir finalement est-ce qu'on peut créer des communs numériques et quelle définition on va donner à ces communs numériques. Là, pour le coup, ce sera un autre papier, mais on pourra avoir une définition scientifique, l'accès aux données pour le bien de la science, et ça existe déjà. Une définition plus économie participative. On voit ici une des plateformes officielles françaises sur le numérique en commun, qui permet justement d'essayer de faire émerger un système d'économie locale, ou une définition plus économique, la définition de Google, qui lui aussi travaille sur le data commons, mais à des fins stratégiques peut-être plus contestables, ou en tout cas plus questionnables. En tout cas, voilà. Merci de votre attention. J'espère avoir respecté à peu près les...
Merci beaucoup et merci à nos 3 intervenants.